3 lois cadres relatives aux restitutions d'œuvres d'art appartenant à des collections publiques ont été discutées ces dernières années. Après la loi sur les spoliations, puis celle sur les restes humains, c'est désormais la question des biens issus de la période coloniale qui est au cœur des débats. Pour en parler, nous recevons Léopold Vassy, qui est juriste spécialisé en droit du marché de l'art. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sybille, je vous en prie. Donc cet été, un projet de loi a été déposé par le gouvernement. Avant de revenir sur tout son contenu, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de lois cadres pour permettre à des œuvres d'art qui sont dans des collections publiques d'en sortir d'en sortir tout simplement? Bien, parce qu'en fait, l'État n'est pas un collectionneur ordinaire. Si vous voulez, il est investi d'une mission qui est celle de la préservation de son patrimoine. Et donc, lorsque une œuvre rentre dans les collections publiques, elle devient auréolée du principe d'inaliénabilité. Ouais. Donc, en fait, ce principe, pour faire simple, une fois que le bien rentre dans les collections publiques, il ne peut en ressortir. Il est... Jamais. C'est ça, en principe. Il est figé dans le marbre des collections publiques. Et donc, il y a une question qui vient naturellement, c'est comment envisager une rétrocession, c'est-à-dire la sortie des collections publiques, quand la loi en prohibe l'acte. Oui. Et donc, jusqu'à présent, là, donc, on parle de loi cadre, jusqu'à présent, quand ça a été le cas, justement, dans des cas de spoliation pendant la période nazie, de restes humains, etc. Aujourd'hui, on va plus parler d'œuvres qui ont été... sollicitées de manière illicite pendant les périodes coloniales. Comment est-ce qu'on, jusqu'à présent, il n'y avait pas de ces lois cadres, comment est-ce qu'on pouvait les sortir? Alors, il y a différentes alternatives, mais toutes ces alternatives, en fait, n'apportent pas une solution concrète. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, mais par exemple, on peut procéder à des contournements juridiques par des 2-3 petits bidouillages. C'est ce qui s'est passé en 2011 avec des manuscrits de la dynastie Joseon. En fait, ici... si vous voulez, les manuscrits ont été... il y a eu un retour qui a été permis grâce à un prêt ad vita aeternam, c'est-à-dire un prêt renouvelable indéfiniment. Alors que l'essence d'un prêt, c'est d'être limité dans le temps. Donc, si vous voulez, ici, on organise le transfert physique, matériel, du bien, en laissant en suspens la question juridique, celle du transfert de propriété. D'accord. Et puis après, ce que vous avez mentionné, on peut aussi citer ça, c'est les lois d'espèces. Mais là, c'est problématique parce qu'en fait, si vous voulez... on se retrouve à devoir faire une loi spécifique, donc circonscrite à un cas précis, pour chaque dossier, oui, donc pour c'est chaque très restitution. Fastidieux de devoir faire une loi à chaque fois pour un tel objet, pour pouvoir le sortir spécifiquement d'une collection publique. C'est ça, exactement. En fait, déjà, il y a le mécanisme de la navette parlementaire qui est chronophage. Puis en plus de ça, ce n'est pas une réponse qui est viable sur le long terme, ce n'est pas une réponse efficace. On agit de manière saccadée par à coup. Et là, cette restitution de biens coloniaux, bon, les termes ne sont pas tout à fait exacts, ils n'utilisent pas cette terminologie. Mais dans quel cadre ça s'est développé? Donc, c'est depuis 2017, c'est ça qu'on en parle. Et donc là, c'est seulement maintenant qu'il y a un projet de loi qui a vraiment été mis en place. En fait, 2017, on retient la date de 2017 parce qu'il y a eu le fameux discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou, qui a en fait été un peu le point d'ancrage de cette politique forte en faveur des restitutions. Donc, pour mener à bien cette politique en faveur de la restitution, il a été envisagé un dispositif général qui est constitué de 3 lois cadres. Alors, il y a eu les 2 premières qui ont été adoptées en 2023, celle sur les spoliations antisémites, celle sur les restes humains appartenant aux collections publiques. Et puis, il y a cette dernière loi cadre qui n'est toujours pas, qui est un peu en retard, tout simplement parce qu'en fait, le projet de loi s'est heurté à un avis négatif du Conseil d'État en 2024. Si vous voulez, en fait, pour déroger, pour faire sauter le verrou de l'inaliénabilité, il faut que le texte invoque un motif impérieux, c'est-à-dire un motif d'intérêt général qui soit suffisamment fort pour que la dérogation au principe d'inaliénabilité ne soit pas disproportionnée, qu'il n'y ait pas une atteinte disproportionnée à la propriété des collections publiques. Ce qui faisait défaut en 2024. Et là, en revanche, le Conseil d'État a émis un avis positif. Cette fois-ci, courant juillet, le Conseil des ministres a étudié le texte le 30 juillet de mémoire et maintenant, il doit être débattu au Parlement avec une première séance publique au Sénat le 24 septembre. Et puis j'imagine aussi un contexte politique parce qu'ils n'utilisent pas le terme biens coloniaux. Comment est-ce qu'ils décrivent ces biens-là en particulier? Est-ce qu'il faut répondre à une sorte de cahier des charges ou de caractéristiques spécifiques? En effet, alors déjà, le texte vise en priorité les pays africains
mais il faut savoir qu'il a une portée géographique qui est universelle. Ensuite, que contient le texte? En fait, il vient... comment expliquer ça? Il vient faciliter le processus restitutif en permettant de déroger. En fait, on insère dans le Code du patrimoine une dérogation au principe d'inaliénabilité. Lorsque un bien a été approprié illicitement entre le 10 juin 1810 et le 23 avril 1972. Voilà. D'accord, donc c'est des dates, enfin c'est délimité historiquement. Exactement. Alors, bon, du coup, il y a deux questions qui viennent. La première, c'est qu'est-ce qu'une appropriation illicite? Donc, le texte précise, c'est le fait d'avoir une acquisition qui s'est faite par le vol, par le pillage ou une cession ou une libéralité, donc c'est-à-dire un don ou un legs, qui a été obtenu soit par la violence, soit par la contrainte, soit auprès d'une personne qui ne peut en disposer. Donc voilà en fait pour l'explication de ce qu'est l'appropriation illicite. Et si cela est nécessaire, enfin, pour pouvoir demander, il faudra que l'État demandeur soit en mesure d'apporter la preuve documentée de cette appropriation illicite. Et donc pour ce faire, c'est grâce à la recherche de provenance qui renseigne l'historique du bien qui est véritablement la pierre angulaire en fait des restitutions. Et bon, j'imagine que ce sera là toute la difficulté de cette loi 4, ce sera d'essayer de prouver la provenance d'un objet. Exactement, ça peut être compliqué. Et puis aussi, la deuxième question, j'ai oublié, pardon, ce bornage chronologique, en fait, il y a deux dates charnières. 10 juin 1815, en fait, il voulait, c'est le lendemain de la signature de l'acte final du Congrès de Vienne, dont en fait le traité a mis fin à un large mouvement de restitution en Europe. Et de l'autre côté, on a cette date de 1972 qui correspond à la veille de l'entrée en vigueur de la Convention de l'UNESCO, vous savez, qui est relative à la protection du patrimoine mondial. Exactement. D'accord, donc c'est ça qui... Bon, c'est quand même une large période de temps. Est-ce qu'il y a déjà des projets en cours, des discussions de restitution entre plusieurs pays? Alors, on a eu déjà la dernière loi d'espèces qui est passée récemment, qui concerne la restitution à la Côte d'Ivoire du tambour parleur, qui est un instrument, un instrument sacré de la communauté Hatchan, qui était conservé au musée du Quai Branly. Et puis après, on peut imaginer que d'autres États formulent en effet des demandes. On peut penser par exemple, je ne sais pas, au Mali, qui réclame les pièces du trésor de Ségou, ou même par exemple l'Algérie, qui réclame les effets personnels de l'émir Abdelkader. Donc après tout ça, ça doit passer quand même par des commissions scientifiques, etc., pour essayer de retracer bien les provenances et que tout ça soit en accord entre les deux pays, j'imagine. Exactement. En fait, l'État demandeur devra prouver l'origine du bien. Pour ce faire, il peut y avoir une commission scientifique bilatérale qui va être mise en place, donc c'est-à-dire avec des historiens, des experts français et de l'État demandeur, pour prouver l'origine du bien. Parce qu'il faut savoir que le texte précise que seuls les États dont le territoire est celui de l'origine du bien peuvent réclamer un bien. Oui, ça semble logique. Tout à fait, mais la restitution ne pourra se faire qu'auprès de ces États, en tout cas. Oui, bien sûr. Et donc là, quel est le programme pour l'avancée de cette loi? Donc là, le projet de loi a été réalisé. Exactement. Est-ce qu'il y a un calendrier Alors, le texte va être débattu au Parlement le 24 septembre de mémoire. Mais donc voilà, il vise à faciliter en fait le processus restitutif. On n'aura plus besoin de passer par le processus législatif. Et en fait, un simple entre guillemets décret du Conseil d'État permettra d'acter la restitution. D'accord. Donc on attend la fin septembre pour voir comment cela va être confirmé. Merci beaucoup Léopold Vassy pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes spécialisé en droit du marché de l'art et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.